Est-ce que c'est vraiment important de bien choisir son université de médecine? Il y en a qui vont dire, bah, dans tous les cas, c'est pour faire la même chose. Il y en a qui vont y voir beaucoup plus de stratégie, parce qu'il faut être malin finalement quand on veut faire médecine. Et toi, Maxence, tu as un parcours assez atypique, c'est-à-dire que la majorité des élèves qui ont réussi médecine, surtout sur les réseaux sociaux, ils ont fait passe. Et toi, non, tu as fait une LAS 1. Ouais, Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ton parcours pour que tout le monde comprenne et ensuite bah, expliquer un peu les critères pour que chacun puisse dire: «Ah tiens, ça c'est mieux pour moi» ou «Moi ce serait tel type de stratégie». ouais, bien sûr. Le fait d'avoir fait une LAS 1, ça a suscité quand même beaucoup de questionnements dans ma famille parce que forcément, le fait de faire une passe, tout le monde pense que c'est la seule voie pour accéder en première année de médecine alors que pas du tout. Depuis, quelques années maintenant, il y a 2 voies pour aller en première année de médecine, la passe et la LAS. Tu peux très bien faire juste après ton bac soit une passe, soit une LAS 1 et au final accéder directement en deuxième année de médecine. Moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai pas redoublé, j'ai pas, mis plus de temps à aller en deuxième année de médecine. J'ai réussi du premier coup, comme les élèves en passent. Un autre mythe qu'on peut aussi démonter dès maintenant, c'est les élèves qui font une LAS 1 ou qui commencent directement par une LAS sans faire de passe sont moins bons que les passes. La preuve encore une fois, c'est que non. Je suis en troisième année de médecine maintenant. J'ai eu de bons résultats pendant la deuxième année de médecine qui ont prouvé qu'au final j'avais été aussi bien préparé que des gens qui avaient fait une passe. Et honnêtement, c'est pas une honte de faire une LAS. Et ça a été purement un choix stratégique parce que moi, j'ai fait spécialité maths, physique, SVT en première. Ensuite, j'ai fait SVT, physique et maths complémentaires en terminale. Et j'ai eu mon bac avec mention bien. Donc, c'était pas juste parce que j'avais pas eu une passe. J'avais été accepté dans toutes les passes autour de chez moi. Et juste, je me suis dit, mais pourquoi il y a deux voies d'accès? Et ça, c'est vraiment la question à se poser. C'est que s'il y a deux voies d'accès, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, je me suis posé la question. J'ai commencé à me documenter sur Parcoursup. Ce qui est important aussi, c'est regarder par exemple le nombre de places qui sont disponibles par université pour les passes et pour les LAS. Regardez le pourcentage de personnes qui sont admis depuis une passe et depuis une LAS, parce que ça aussi, encore une fois, ça varie suivant les facs. Et aussi se poser la question de, en termes de profil, est-ce que je suis plus une personne qui aime aller en cours, qui a encore besoin de quelqu'un qui va être là en me disant oui, bon bah voilà, il va falloir que tu viennes en cours de 8h à 13h, ou justement j'ai plus le profil, en fait je passe toute la journée à la bibliothèque et bah, personne me suit et bah, je suis en totale autonomie. Ça, c'est plein de questions qu'il faut se poser et c'est vraiment super important et pas juste aller la tête baissée parce que s'ils ont mis en place deux voies d'accès, c'est qu'il y a bien une raison. Du coup, si on résume pour que les élèves comprennent bien, si ils sont, assez autonomes, qui veulent vraiment, travailler de leur côté, chez eux et faire leur petite stratégie et cetera, il vaut mieux qu'ils aillent en LAS? En fait, je dirais plutôt que d'abord, ce qu'il faut regarder si tu dois aller en passe ou en LAS, c'est plutôt en termes d'admission. Bon, honnêtement, j'ai remarqué que j'étais quand même quelqu'un d'assez autonome et le fait d'aller en LAS, des fois, ça me bridait un petit peu parce que je devais aller à des TD obligatoires, j'avais des TP, des travaux pratiques obligatoires, des fois de 16 à 20 heures, alors que bah, moi, dans ma journée, j'avais prévu plutôt de travailler à ce créneau-là. Mais c'est plus déjà regarder le pourcentage de place, c'est ça le plus important. Ce qu'on veut, nous, c'est d'aller en deuxième année de médecine. Et j'avais remarqué qu'en fait, les personnes qui allaient en LAS 1, parfois ils prenaient ce choix-là en se disant en fait je suis pas sûr d'aller en médecine, j'ai pas envie non plus de continuer dans la licence dans laquelle je suis. Donc je prends ça au cas où, si je réussis tant mieux, si je réussis pas tant pis. Mais du coup en termes de proportion, les gens ils avaient un petit peu moins la fin de réussir. Et donc si tu étais une personne qui savait exactement où t'allais et comment tu devais travailler, bah, en fait tu sortais du lot et tu étais forcément dans les premiers et c'est ce qui est arrivé, au final j'ai fini troisième. Ah ouais, c'est énorme. Il faut vraiment regarder le ratio, combien on est dans la promo et combien ils vont prendre. Ouais, exactement. Et en plus de ça, bah, si ça s'adresse à une promo dont beaucoup ne sont pas sûrs d'aller en médecine, c'est-à-dire que tu as encore plus de chances, Ouais. surtout s'il y a beaucoup de place. Donc ouais, c'est vraiment un ratio mathématique à C'est faire. sûr. Et ça, c'est quelque chose qui quand même tend un petit peu à changer parce que forcément, à force de faire des vidéos, il y a pas mal de personnes qui ont choisi l'AS grâce aux vidéos que je faisais, etc. En se disant, bah, en fait, faire l'AS, c'est pas une honte, c'est juste une autre voie qui te permet de rentrer en deuxième année de médecine. Donc, imaginons que votre fac, c'est assez saturé même en LAS. Là où il va falloir se poser la question, c'est plutôt le profil et surtout aussi les matières qui sont proposées par les facs parce que je sais il y a des facs qui ont des matières qui sont très compliquées où il y a même où c'est plus des QCM, c'est rédactionnel et du coup, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions, se renseigner sur le site directement de la faculté ou essayer de trouver des personnes qui sont en deuxième année de médecine pour leur poser les questions directement, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. C'est que de plus en plus, là, la PASS et la LAS, ça fait presque 6 ans que ça a été mis en place. Moi, ça fait 3 ans du coup maintenant que j'ai fait ça, donc c'est vrai que c'était un petit peu moins saturé que maintenant parce que les gens en parlaient pas. Mais du coup, il faut vraiment se poser les bonnes questions parce que ça reste quelque chose de super important. Au final, l'université dans laquelle tu vas faire toutes tes études, quoi. Ouais, totalement.
Et ce que je pense que les élèves n'ont pas très bien compris, c'est que du coup, si tu veux plus être autonome, il faut plutôt aller en passe ou en LAS, ou ça dépend des universités? Honnêtement, ça va dépendre quand même des universités. Pour rappel, la LAS, c'est une licence plus la partie médecine. Donc, si tu choisis une licence de droit, si tu choisis une licence de biologie, etc., ça va être différent. Par exemple, quand j'étais en licence de biologie, c'est ce que j'ai fait, biologie et chimie, j'avais des travaux pratiques en labo à faire et c'était de 16h à 20h. Si tu fais une licence de droit, tu vas pas avoir des travaux pratiques à faire de 16h à 20h. Ça sera peut-être un petit peu plus un travail à la maison et aussi ça va dépendre aussi de ton affinité par rapport à la licence que tu choisis. Moi je détestais le droit, j'allais pas partir en licence droit parce que j'aimais pas disséquer des crapauds de 16h à 20h quoi. Mhm. Donc la LAS, je dirais que t'es un petit peu moins autonome, t'es comme un étudiant normal. Quand Ok. tu vas à la fac, t'es pas un étudiant en médecine, t'es un étudiant en licence 1 de la licence que t'as choisie. Alors que la PASS, elle, bah en fait tout le monde fait la même chose, tout le monde a le même programme, et en fait si t'as envie de passer de 8h à 23h à la bibliothèque, bah tu fais ce que tu veux, et si t'as envie de faire 3 heures de pause, tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de travailler le mardi, tu travailles pas le mardi. Mais ça peut être un désavantage pour les élèves qui ont encore besoin de se faire un petit peu accompagner, et ce qui peut se comprendre, parce qu'en fait la transition entre le lycée et la première année de médecine, elle est vraiment rude quoi. Et donc, dans le choix, dans la sélection de la faculté, de l'université, est-ce qu'il faut prendre en compte le taux de réussite? Et du coup aussi, quelles sont les facultés qui sont le plus réputées pour avoir de très bons taux Bien de sûr. réussite? Je pense qu'il faut quand même faire un minimum attention dans la fac dans laquelle tu vas. Je dirais que je crois qu'il y a 33 facultés de médecine en France. Les 33 facultés vont te permettre d'être médecin, certes, mais il faut prendre en compte aussi qu'une fois que tu as réussi ta première année de médecine, c'est pas fini. Tu as tout l'accompagnement de la deuxième jusqu'à la sixième année avant d'être choisir ta spécialité, etc. Et il y a forcément un classement qui sort chaque année des meilleures facultés. Je sais que là, cette année, pour les premières années de médecine, parce que ça varie suivant l'année, je sais que la première université, c'est Paris-Cité. Donc c'est au plein centre de Paris. La deuxième université, c'est Paris-Saclay. Et la troisième université, c'est la Sorbonne. Donc ça, c'est 3 universités qui sont dans Paris, intramuros, sauf Paris-Saclay, c'est un petit peu à côté, mais ça reste à côté de Paris. Et par exemple, si tu prends de la deuxième à la sixième année de médecine, Paris-Cité passe en deuxième et Paris-Saclay passe en premier. Donc au final, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça se trouve, tu vas peut-être aller à la faculté de Bordeaux et l'accompagnement après la première année de médecine, peut-être qu'ils sont cinquième, mais par contre à partir de la deuxième année de médecine, ils vont être que 15e parce que en fait, les profs sont pas du tout impliqués et tout. Donc ça, les classements, ils sont disponibles gratuitement sur Internet, tu peux te référer à ça, mais le conseil que je pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, c'est quand même de prendre une faculté qui reste proche de chez toi, parce que c'est quand même un avantage si tu peux rester chez tes parents, le fait de pas avoir besoin de faire la cuisine, de pas besoin de faire les courses, de pas faire le ménage, ça c'est du temps que tu pourras travailler en plus ou avoir un petit peu plus de temps pour toi, alors que en fait te mettre directement dans le grand bain dans ton appartement, tu peux être victime parfois d'être un petit peu seul, tu vas peut-être être submergé par les nouvelles tâches que tu vas devoir faire. Donc certes, c'est important le choix de la faculté en termes de renommée, mais le plus important pour moi, ça reste quand même d'être chez tes parents, proche de chez toi pour pas avoir trop de temps de trajet et trop perdre de temps, et surtout trouver une faculté qui te correspond en te renseignant avec tout ce qu'on a pu donner dans la vidéo. C'est quoi selon toi les pires et les meilleures facs? Ah, les pires et les meilleures facs. Moi, je sais que je suis à l'université à Paris-Saclay, donc je dirais que c'est la meilleure fac parce que je suis à l'intérieur. Et les chiffres le montrent. Paris-Saclay, d'ailleurs, c'est la meilleure faculté française dans le monde. Donc, Oui. ouais, je crois que c'est la 8e ou la 11e sur le classement Shanghai. Bon, forcément, il n'y a pas que la médecine qui rentre en compte. Il y a toutes l'ENS, il y a Centrale, etc. Donc, forcément, ça fait monter le classement. Mais en termes de préparation, je sais, pour le concours de 6e année, parce que oui, il n'y a pas qu'un seul concours pendant les études de médecine, c'est une fac qui est très bien classée, qui prépare bien aux différentes épreuves qu'on va avoir. Donc forcément, c'était assez logique que j'aille vers là-bas. Je sais que de base, je m'étais orienté un peu plus pour des facultés comme la Sorbonne ou Paris-Cité, parce que en fait, c'est Paris, tout est beau, tout est rose. Mais il faut prendre en compte que une fois que tu rentres en deuxième ou troisième année de médecine, peut-être que tu vas devoir prendre un appartement, les loyers sont plus chers. Peut-être que aussi, par exemple, la faculté de la Sorbonne, ils sont plus de 800 à l'intérieur, alors que nous, on est 250. Il y a un petit peu plus un esprit de famille, tu connais un petit peu tout le monde, etc. C'est beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est pour ça que je leur conseille vraiment de se renseigner. Encore une fois, c'est quelque chose de très important à faire pour justement ne pas se tromper, parce que en fait, ça va déterminer presque les 6 prochaines années de ta vie, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et ça, les stats, elles sont sur Parcoursup? Les stats en termes d'admission, en termes de places disponibles, en termes de... par exemple, il va y avoir 2000 personnes qui vont être prises dans la faculté, c'est disponible sur Parcoursup.
En termes de combien de personnes qui vont être pris en médecine, je pense pas que ce soit disponible sur Parcoursup, ils sont pas allés jusqu'à là. Ce que je conseille aux élèves, c'est de taper directement université, par exemple Paris-Cité, médecine, d'aller sur leur site et normalement il y aura un PDF qui indique que par exemple dans l'année précédente, sur les 1500 personnes, il y a eu 250 personnes qui ont été prises en médecine, 30 en dentaire, etc. Et ça, c'est quelque chose que je conseille vraiment de faire et pas juste choisir au pif la faculté, quoi. Et puis certaines prépas peuvent aussi les conseiller, enfin Ouais. ça le fait particulièrement et je pense qu'on n'est pas les seuls. De notre expérience, de tous les documents qu'on peut avoir qui sont pas forcément publics, on peut leur dire ah bah tiens cette fac est plus intéressante pour ton profil, pour toi. Là on peut les aider aussi à faire leur stratégie. Bien sûr, et ça reste quand même une force de pas se poser la question. On sait que Parcoursup, c'est quelque chose de super stressant quand tu es en terminale, entre le bac, le grand oral, Parcoursup, c'est quelque chose qui se rajoute en plus. Donc si là, en plus, tu dois choisir si tu fais une passe, une lasse, rester à côté de chez toi, aller dans la faculté qui est à 20 km, ça, c'est quelque chose qui va rajouter un poids à l'élève et qui peut encore créer un stress en plus. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui peut te conseiller, te dire ouais en fait on travaille ensemble depuis 6 mois, j'ai vu que tu étais plus ce profil-là, je te conseille d'aller là-dedans, renseigne-toi et tu me reviens me dire si c'est quelque chose qui te correspond. C'est vraiment un stress en moins et c'est un vrai avantage en fait pour ta terminale et en fait ta première année de médecine, quoi. Surtout vu l'importance. Oh oui.